On a quitté Fès après un excellent petit déjeuner au Café La Villa. Un endroit que je vous recommande vraiment si vous êtes de passage. Bref, de quoi bien commencer la route. Après quelques kilomètres de route, on s'est arrêté dans une aire de repos. Et franchement, au Maroc, les aires de repos, ce n'est pas juste pour faire le plein. C'est de vrais lieux de vie. Regardez-moi cette terrasse. Ils sont déjà en train de préparer les tagines pour le déjeuner. On sent les épices, le feu de charbon, l'huile d'olive. C'est une cuisine authentique simple, mais tellement savoureuse. Ce que j'adore aussi ici, c'est qu'on trouve toujours un espace pour faire la prière, avec un endroit pour les ablutions. C'est hyper pratique quand on voyage en famille. Il y a aussi des coins jeux pour les enfants des espaces verts. Et le matin, on peut même prendre un petit déjeuner typiquement marocain. Bagrir, les crêpes mille trous. Msemen, archa, thé à la menthe. Mais aussi, pour ceux qui veulent croissant, pain au chocolat, café. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Sefrou, pas loin de Fès. Ville connue pour ses cerises, ses cascades et son ambiance très paisible. Une petite ville nature, très familiale. Imouzer, Balil. Village de montagne, connu pour leurs paysages. Leurs grottes, leurs sources d'eau, très verts, très frais. Oulmey. On traverse ensuite Oulmey, ou Almas, une ville très connue pour sa source d'eau minérale. Un peu comme Perrier en France. L'eau d'Oulmey, ou Almas, est réputée dans tout le Maroc pour ses bienfaits, son goût et sa pureté. C'est une région très verte, avec beaucoup de forêts, de fraîcheur et une vraie sensation de montagne. Rémisset. Ville agricole par excellence, connue pour ses marchés, ses céréales, simples, vrais, avec des gens chaleureux, son élevage, son ambiance rurale authentique. Kémisset, c'est vraiment le Maroc profond. Tiflet. Petite ville calme, très stratégique car proche de Rabat. Beaucoup de familles y vivent et travaillent sur Rabat. C'est une ville discrète mais très agréable. Bien organisée, parfaite pour ceux qui aiment le calme tout en restant proche de la capitale. On a quitté l'autoroute, et là, on sent tout de suite qu'on arrive à Rabat. La première chose qui m'a frappée, c'est la verdure. Des arbres partout, des palmiers, des jardins, des ronds-points fleuris. Tout est vert, tout est vivant. Et surtout, la propreté. Franchement, à Rabat, c'est impressionnant. Tous les 100 mètres, on voit des personnes qui travaillent à nettoyer la ville. Des équipes entières, avec leurs gilets, leurs balais, leurs machines, qui prennent soin de chaque trottoir, chaque route, chaque espace vert. On sent qu'il y a un vrai respect pour la ville. Tout est entretenu, arrosé, taillé, organisé. Même les bordures sont propres, les murs sont nets, les rues sont agréables à regarder. Rabat, c'est vraiment une capitale qui respire. On respire l'air marin, on respire la verdure, on respire le calme. C'est une ville où on se sent bien, apaisé, en sécurité. On voit que derrière cette beauté, il y a des hommes et des femmes qui travaillent chaque jour pour que la ville reste aussi propre, aussi accueillante. Et franchement, ça force le respect. Et puis, au loin, on commence à apercevoir une silhouette qui se dessine dans le paysage. Plus on avance, plus elle se rapproche, et là, on comprend, c'est la tour Mohamed VI. Franchement, elle est impressionnante. On la voit de très loin, elle domine toute la région.
Elle est tellement haute qu'on dirait presque un phare moderne qui guide les voyageurs vers la capitale. C'est la plus haute tour d'Afrique, un symbole de modernité, de développement et d'ambition pour le Maroc. Ce que j'aime, c'est ce contraste. D'un côté la verdure, les jardins, l'océan pas loin. Et au milieu, cette tour futuriste qui s'élève dans le ciel. On sent vraiment qu'on entre dans une autre dimension du Maroc. Un Maroc moderne, organisé, tourné vers l'avenir, tout en gardant son âme. Voir la tour Mohamed VI apparaître petit à petit, c'est un peu comme un panneau invisible qui dit « Bienvenue à Rabat ». Après cette longue route, on n'avait qu'une seule envie, se poser. Se reposer, et on a réservé nos chambres à l'hôtel Ibis Agdal. Franchement, c'est exactement le genre d'hôtel que j'aime quand je voyage en famille. Simple. Propre, bien situé, et surtout très pratique. L'Ibis Agdal est dans un quartier super vivant. Pas loin de tout, restaurants, cafés, commerces. Et en même temps, c'est calme. On peut vraiment se détendre. Les chambres sont confortables, fonctionnelles, climatisées. Après des heures de route, c'est juste parfait pour récupérer. Ce que j'apprécie aussi, c'est le rapport qualité-prix. On est dans la capitale, dans un hôtel international, et ça reste très accessible. C'est le genre d'endroit où tu poses tes valises sans te prendre la tête. Tu te douches, tu te reposes. Et tu es prêt à repartir explorer Rabat. Bref, pour un city trip à Rabat. L'Ibis Agdal, c'est clairement une valeur sûre. On arrive ensuite à la gare d'Agdal. Et dès l'entrée, on est tout de suite impressionné. On voit encore les grandes pancartes de la Coupe d'Afrique des Nations. Souvenir d'un événement historique qui a marqué le Maroc. La gare d'Agdal, c'est une gare moderne. Lumineuse, très bien organisée. Beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, tout est fluide. On sent que c'est un lieu de passage important. Un carrefour entre plusieurs villes. Plusieurs histoires, plusieurs voyageurs. Au milieu de la gare, il y a ce gros ballon de football, posé là comme un symbole. Et juste à côté, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, même après l'événement, ça reste hyper fort à voir. On sent que c'est un lieu de passage important. Un carrefour entre plusieurs villes. Plusieurs histoires, plusieurs voyageurs. On traverse la gare pour passer de l'autre côté. Et là, c'est comme si on tournait une page. À partir d'ici, notre road trip à Rabat commence vraiment. On a finalement décidé de laisser la voiture bien tranquillement au garage de l'hôtel et de découvrir Rabat autrement. Juste l'envie de se balader, de regarder, de s'imprégner de la ville. Parce que pour moi, on ne connaît jamais vraiment une ville quand on suit un plan. On la connaît quand on s'y perd. On a pris des billets de tramway, sans vraiment de destination précise. Rabat est super bien desservi. Il y a le tramway, très moderne, propre, ponctuel. Mais aussi les bus, les petits taxis bleus. Les grands taxis, les trains.
Franchement, se déplacer ici, c'est facile et accessible. Le tram traverse des quartiers complètement différents, des zones modernes, des quartiers populaires, des jardins, des avenues immenses. On voit vraiment toutes les facettes de la ville. À un moment, on est passé devant la grande cathédrale de Rabat. Un bâtiment impressionnant, chargé d'histoire, en plein cœur de la capitale. Et ça aussi, c'est Rabat, une ville où les cultures se croisent, où les religions cohabitent, où l'histoire est visible à chaque coin de rue. Marcher dans Rabat, prendre le tram, observer les gens, c'est une autre manière de voyager. Plus lente, plus vraie, plus humaine. On n'avait pas de programme précis, juste l'envie de découvrir. On est descendu à la station pour aller visiter le mausolée Mohamed V. Mais malheureusement, on est arrivé un peu trop tard et la visite était déjà fermée. Sur le moment, on était un peu déçus. Mais parfois, le voyage nous réserve d'autres cadeaux. On a traversé la route, et là, on s'est retrouvé face à un paysage juste sublime. D'un côté, la tour Mohamed VI, ultra moderne, élancée vers le ciel, accompagnée du grand théâtre royal. Une architecture incroyable, futuriste, presque irréelle. Et en face, le mausolée Mohamed V et la tour Hassan, majestueuse, chargée d'histoire, qui surplombe la ville depuis des siècles. Entre les deux, cette verdure, ces espaces ouverts, ce calme. C'est comme si le passé et le futur du Maroc se regardaient face à face. Franchement, la vue est à couper le souffle. On est resté là quelques minutes, juste à regarder, sans parler. À ce moment-là, on s'est dit, ce n'est pas grave pour aujourd'hui. On reviendra demain matin pour visiter tranquillement le mausolée Mohamed V. Parfois, ne pas pouvoir visiter, ça permet juste de mieux ressentir.
Le lendemain matin, cette fois-ci, on a décidé de revenir, mais pas de la même manière. On a pris la voiture, parce que cette journée allait être bien remplie. Plusieurs visites au programme, plusieurs lieux à découvrir, et on a commencé par le mausolée Mohamed V. Dès l'entrée, on est accueilli par 2 gardes de la garde royale. Dans leurs mains, ils tiennent de longues lances, comme des gardiens du temps, postés là pour protéger un lieu sacré. Rien que leur présence impose le respect. On sent qu'on n'entre pas dans un lieu comme les autres. Quand on arrive sur l'esplanade, c'est comme si on faisait un bond dans le passé. Le silence, l'espace, l'architecture. On a l'impression de marcher dans l'histoire. On se sent tout petit face à ce lieu chargé de mémoire, de symboles, de royauté. Il y a des plots un peu partout, mais je vous en parlerai plus tard. Là, notre regard est déjà attiré par le cœur du site. On se dirige enfin vers le mausolée. Il y a 4 portes, et à chaque porte, un gardien est posté, immobile, droit, silencieux. Rien que ça donne des frissons. Quand on entre, c'est juste majestueux. La lumière est tamisée, presque sombre. L'ambiance est solennelle, silencieuse. Désolée pour la qualité de la vidéo, je ne pouvais pas allumer la caméra. Mais peut-être que finalement, c'est mieux comme ça. Parce que certains lieux, il faut les vivre plus que les filmer. À l'intérieur, il y a encore 4 gardes, postés aux 4 coins, immobiles, comme des statues vivantes. Et au centre, repose Mohamed V. Sur le côté droit, Hassan II. Et sur l'autre côté, le 3e. C'est le prince Mouled Abdallah, le fils de Mohamed V. Le dôme est incroyable. Tout est en zélige, en marbre, en bois sculpté. Chaque détail est travaillé à la main. Chaque motif a une signification. On lève la tête et on a presque le vertige. C'est une architecture islamique d'une finesse exceptionnelle, un chef-d'œuvre marocain. Il y a aussi cette odeur, un parfum d'encens. Une odeur douce, enveloppante, presque mystique. On ne visite pas ce lieu, on le ressent. Après la visite du mausolée, on se retrouve sur l'esplanade de la Tour Hassan. Et là, on est entouré de ces centaines de colonnes alignées, silencieuses, presque irréelles. Ces colonnes racontent une histoire de grandeur, de rêve et d'un projet qui n'a jamais été terminé. La Tour Hassan a été construite au XIIe siècle par le sultan Yaqub al-Mansour, de la dynastie des Almohades. Son ambition était immense. Il voulait construire ici la plus grande mosquée du monde islamique de l'époque. La tour devait être le minaret, et ses colonnes, la salle de prière. Mais Yaqub al-Mansour est mort avant la fin des travaux. Et le projet s'est arrêté brutalement. La mosquée n'a jamais été achevée. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les vestiges d'un rêve colossal, figé dans le temps. C'est à la fois beau et mélancolique. Un monument inachevé, mais devenu l'un des symboles les plus forts du Maroc. Un peu plus loin, j'ai filmé quelque chose de très fort,
l'arbre généalogique de la dynastie alaouite. On y voit toute la lignée qui relie directement les rois du Maroc au prophète Mohammed. La dynastie alaouite descend de Fatima Azed Zahra, la fille du prophète Mohammed, et de son mari Ali ibn Abi Talib. De génération en génération, cette lignée s'est transmise jusqu'aux shérifs venus du Hedjaz, installés au Maroc. Puis viennent les rois alaouites, Moulay Rachid, Moulay Ismaïl, Mohamed III, Hassan Ier, Mohamed V, Hassan II, et aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce n'est pas juste une succession de rois. C'est une lignée spirituelle, historique, religieuse. Une continuité entre le message du prophète et la monarchie marocaine. Et quand on lit cet arbre généalogique ici, entre la tour Hassan et le mausolée Mohamed V, on comprend que tout est lié. À cet endroit précis, on se tient entre un projet inachevé du passé, une lignée millénaire, et un royaume toujours vivant. La tour Hassan n'est pas juste des pierres. C'est la mémoire du Maroc gravée dans le ciel. Un endroit où l'histoire du Maroc ne se lit pas dans un livre, mais se vit en silence. Franchement, c'est l'un des endroits les plus forts que j'ai visités de ma vie. Direction la Médina de Rabat pour une petite session shopping, histoire de sentir encore plus l'âme de cette ville. On a garé la voiture dans un parking, puis on est entré par la porte principale de la Médina. Et tout de suite, on a senti l'ambiance unique de ce quartier historique. Dès l'entrée, on a vu des cartes explicatives qui racontent comment la Médina a été construite et organisée. On voit comment les rues se rejoignaient comme des artères, où chaque axe conduisait vers un lieu d'échange, de commerce, de rencontre. On a appris que l'accès se fait par plusieurs grandes portes monumentales, comme Bab el-Had ou Bab el-Alou, qui marquent la limite entre la ville moderne et l'ancienne Médina. À l'intérieur, quel spectacle! Des artisans, des marchands qui exposent leurs marchandises partout, tapis colorés, lanternes en cuivre, épices qui sentent bon, babouches traditionnelles, bijoux en argent. C'est vivant, c'est animé, on se croirait transporté dans le temps. On traverse d'un stand à un autre. On touche, on regarde, on sourit. Chaque coin raconte quelque chose. Ce qui frappe vraiment ici, c'est l'architecture, des murs de pierre, des portes sculptées, des motifs en bois, des arcs traditionnels. Partout on sent le style andalou marocain. Une harmonie délicate entre fonctionnel et esthétique. La Médina de Rabat s'étend entre les murs anciens et l'estuaire du bourg grec d'un côté, et les anciennes murailles almohades et andalouses de l'autre. Elle a été façonnée au fil des siècles, même si elle n'est pas aussi grande que celle de Fès ou Marrakech. Elle a une atmosphère authentique et vivante. Autrefois, cette Médina était le cœur commerçant de la ville. C'est ici que les habitants venaient acheter, vendre, échanger. C'était l'un des centres commerciaux de l'époque. Et puis, après avoir traversé toute la Médina, on est sorti par l'autre porte. Devant nous, un grand espace s'est ouvert. Et juste en face, il y avait cette étendue d'eau magnifique. Ce n'est pas exactement la mer. C'est l'estuaire du bourg grec. Un fleuve qui relie Rabat à la ville de Salé, en offrant une vue splendide sur les deux rives. Là, on était là-bas dans l'ancienne Médina, de Rabat, et là de ce côté, c'est la ville de Sla. Donc pour traverser, pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils prennent des petites barques pour traverser en face. Et ceux qui ont la voiture, ils vont là-bas, et il y a un pont
pour les voitures. Mais pour les piétons, il y en a qui viennent, ils ont des barques et ils les font traverser. Voilà, comme ça. C'est des petites barques bleues pour aller de l'autre côté de la ville. Et cette ville, on l'appelle Sla. Ce n'est pas exactement la mer. C'est l'estuaire du Bourgreg, un fleuve qui relie Rabat à la ville de Salé. En offrant une vue splendide sur les deux rives. Ce n'était pas une balade parfaite sous le soleil. C'était une expérience forte en émotions. Parfois, ce sont justement les imprévus qui rendent un voyage inoubliable. On n'a pas tout vu, mais on a tout ressenti. En sortant de la Médina, on traverse une autre porte. Et là, on se retrouve face à une immense muraille. On longe ces murs en pierre, impressionnants, chargés d'histoire. Et on commence à monter des escaliers. On ne sait pas encore vraiment où on va, mais on sent qu'on entre dans quelque chose de fort. Arrivé en haut, on découvre plusieurs canons anciens alignés face à l'océan. Des canons datant de plusieurs siècles. Utilisés autrefois pour défendre la ville contre les invasions. Certains viennent de l'époque portugaise, d'autres de périodes européennes. Ils sont là, silencieux, tournés vers l'horizon. On a l'impression d'être dans un film historique. Ces murs font partie de ce qu'on appelle la muraille andalouse. La Casbah servait de forteresse militaire. Elle protégeait Rabat par la mer et par le fleuve Bourgreg. Tout en haut, sur les remparts, on est tombé sur une exposition de tableaux en plein air. Des artistes qui exposent leurs œuvres face à la mer, entre ciel et histoire. Un mélange incroyable, l'art moderne posé sur des murs millénaires. Puis on redescend, on passe une autre porte dans la muraille. Et là, surprise totale. On entre dans un quartier complètement différent. La Casbah des Oudaya. Des maisons blanches, avec des touches de bleu.
Des ruelles étroites, propres, calmes. On se croirait à Chefchaouen, mais version Rabat. C'est la Casbah des Oudayas. Un ancien village fortifié à l'intérieur de la capitale. Un endroit hors du temps. Des chats, des portes bleues, des pots de fleurs, des escaliers blancs. On oublie complètement qu'on est dans une capitale. On a l'impression d'être dans un petit village méditerranéen suspendu entre ciel, fleuve et océan. Passer d'une médina animée à une forteresse militaire. Puis à un village blanc paisible. C'est ça, Rabat. Une ville aux 3 visages. L'histoire, la défense et la poésie. On est parti manger un dessert typiquement de Rabat, du raïb, bien frais, accompagné de la fameuse génoise de Rabat. J'ai pris une génoise à la vanille. Mon fils a pris un roulé au chocolat et un pain au chocolat. Mon mari, lui, a choisi un jus d'avocat, bien crémeux, bien frais. Histoire de nous requinquer avant de repartir. Avant d'aller dîner, on a continué notre balade dans le centre-ville de Rabat. On est passé devant le Parlement du Maroc, aussi appelé la Chambre des représentants. Un bâtiment impressionnant, très symbolique, en plein cœur de la capitale. C'est ici que se prennent les grandes décisions du pays. Et le voir en vrai donne encore plus conscience de l'importance de Rabat en tant que capitale. Un peu plus loin, on est arrivé devant la gare de Rabatville, la grande gare blanche. En ce moment, elle est en pleine restauration. Mais même comme ça, elle reste magnifique. Son architecture blanche, moderne, épurée, c'est l'une des plus belles gares du Maroc. Le vent s'est levé, la pluie est revenue. Ok, cette fois, on prend la voiture et on va se réchauffer autour d'un bon repas. Direction le restaurant asiatique Japonesa Sushi. Comme on est de grands amateurs de sushi. Autant vous dire qu'on s'est régalé. J'ai pris des sushis et du riz cantonais. Mon grand a pris des bâtonnets de viande au fromage. Et franchement, tout était délicieux, frais, bien présenté. Je vous recommande vraiment cet endroit si vous êtes de passage à Rabat. Et c'est ici que s'achève la deuxième partie de notre road trip au Maroc, à Rabat. Entre histoire, modernité, balade, émotion et gourmandise. Cette ville nous a vraiment marqués. Pour la prochaine destination, je vous laisse un petit suspense. Marrakech, Casablanca, Tanger, Chefchaouen, dites-moi en commentaire où vous pensez qu'on va aller ensuite. Merci d'avoir voyagé avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Restez connectés.